Bonjour à tous et bienvenue dans VIP. Si vous n'aimez pas la Bourgogne, passez votre chemin. Mais non, bien sûr, restez avec nous. 3 Bourguignons pour une émission, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. En première partie d'émission, nous avons Guy Roux qui est avec nous, entraîneur mythique de la J Auxerre, club bourguignon s'il en est. Guy Roux, bonjour. Bonjour. En deuxième partie d'émission, nous recevrons le chanteur Christophe Hérault, bourguignon d'origine, lui aussi, qui sort un nouvel album. Il viendra en parler et en discuter avec nous. Et puis le troisième bourguignon, c'est moi. C'est vrai que la Bourgogne, c'est pas un terroir comme les autres, j'ai envie de dire. Soyons un petit peu chauvins, vous et moi, Guy Roux. Qu'est-ce que la Bourgogne vous a apporté? Elle vous a fait, finalement? Oui, on est à la limite nord de la Bourgogne. Mon village à Poigny, dans une boucle de Lyon, il y avait le dernier château de Charles le Téméraire. Donc de l'autre côté de la rivière, il y avait Louis XI. Donc c'était déjà spécial. Et il avait mis, Charles le Téméraire, une garnison écossaise. C'est pour ça que ma famille maternelle s'appelle Laurie, parce que Laurie, c'est le nom d'un petit oiseau en Écosse. Et il y a des noms écossais encore maintenant, parce qu'on est, je ne sais pas combien, 500 ans après. Et ça s'est perpétué. Alors bon, la Bourgogne, c'est mon terroir d'abord. Et puis là, grâce au football, très jeune, en allant jouer dans les villages de Côte-d'Or, de Saône-et-Loire, ça s'est agrandi. Et puis après, on a accueilli la Nièvre quand il y a eu la formation administrative des régions. C'est vrai qu'on vous connaît comme l'entraîneur de la J Auxerre, entraîneur que vous avez été très très jeune, à l'âge de 21 ans. C'est plus possible, ça, aujourd'hui. C'est des parcours qui n'existent plus. Et je crois que la manière dont vous avez été entraîneur, Guy Roux, ne doit plus beaucoup exister non plus. Ce côté très investi pendant tellement d'années, très paternaliste aussi. C'était une autre époque finalement. Aujourd'hui, ça se fait plus vraiment. Non, moi je ne crois pas que ça n'existe plus. Il y a toujours dans le haut niveau des entraîneurs qui emploient les mêmes armes que moi ou qui... Des cadenas pour cadenasser les mobilettes des joueurs, oui, pour pas qu'ils aillent rejoindre la petite copine. Ça ne se sait pas. D'ailleurs, l'histoire de la mobilette a été connue par hasard parce que... C'est avec quel joueur déjà? C'est Basile Boli. Voilà, Basile Boli. Il avait 16 ans, il jouait dans l'équipe professionnelle et au lieu de faire la sieste, il était parti se promener avec la mobilette d'un autre, sans casque, et il m'a refusé une priorité à droite. Alors bon, j'ai attrapé sa mobilette et j'ai mis un cadenas. Et puis la télévision est arrivée pour faire Basile Boli à 4 heures après sa sieste. Alors, je ne me parlais pas de celui-là. D'ailleurs, voilà sa mobilette. Ils ont filmé la mobilette. Et c'était sur la 2e chaîne qui était télévisée en Afrique. Ce qui fait qu'en Afrique, j'ai reçu des centaines de lettres. Libère la mobilette de Basile. Parce que la mobilette était comme le scooter aujourd'hui, l'emblème de la liberté du jeune, quoi, voilà. Et il y a eu des histoires comme ça. Bon, j'ai sans doute été un metteur en scène constant, parce qu'on ne les a pas oubliés. Et puis après, il y a eu les matchs. Et dans les matchs, il y a des aventures. Comme ça a duré longtemps. En tout, j'étais dans ce club 50 ans, mais entraîneur de 61 à 2005, avec une coupure pour le service militaire, mais autrement, tout le temps. Alors, d'habitude, ils font 2 ans. C'est vrai que vous avez eu le temps de vous installer, de tester aussi vos techniques. Quand je parlais de votre investissement, souvent sur vos deniers, vous êtes allé voir des grands matchs à l'étranger. Je crois que c'était en Argentine, au Brésil, que vous étiez allé, en Angleterre, enfin partout, pour voir comment les gens jouaient. Parce que pour apprendre, finalement. J'aurais voulu être un grand joueur. Ouais. Ce que vous n'avez pas été. J'ai eu ma chance. J'étais dans un club professionnel de première division, Limoges, à cette époque. J'ai tenté pendant 3 ans. Et puis, j'ai demandé à l'entraîneur, il m'a dit non, tu peux jouer en 2e division, mais pas en première. Je dis, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je pourrais être entraîneur? Il me dit, oui, tu as toutes les qualités pour être entraîneur. Je dis, bon, alors je vais être entraîneur. Et je suis revenu dans mon club d'origine où j'avais été enfant. Il n'avait plus d'entraîneur. Ils ont fait un vote, ils m'ont pris avec 4 voix contre 7, mais comme j'étais le moins cher, j'ai été pris, quoi. Voilà, ils avaient des gens plus en vue, mais plus chers aussi. Et oui, il y avait par exemple Jean Barat, qui était l'avant-centre de l'équipe de France, il y avait des gens, mais ils ne pouvaient pas se les payer, tandis que mes petits 600 francs, j'avais demandé 700, ils m'ont donné 600. Alors évidemment, on sait ce que vous avez fait de l'équipe de la J Auxerre, qui partait de pas grand-chose pour atteindre tous les sommets. Quand on vous demande, question tout à fait de journaliste, je vous le concède, quelle est
le match de votre vie, quel est le match auquel vous pensez parmi ces centaines et ces centaines? C'est pas du tout un grand match connu. Quand j'ai pris l'équipe de l'AGA, n'avait jamais joué au-dessus du championnat de Bourgogne. Oui. Et le rêve, c'était de jouer en championnat de France amateur. Et donc, quand nous sommes montés en 1970, après avoir fait un match nul à Montceau-les-Mines, en CFA, en championnat de France amateur, ça a été pour moi la plus belle nuit professionnelle de ma vie. Je suis allé au journal voir le marbre. Dans ce temps-là, on faisait, vous savez, avec les doigts et l'encre. Et après, j'ai bu un pot avec les journalistes. Après, il était 2h du matin. C'était un peu l'été, c'était fin mai. J'ai dit, bon, je me couche pas, je profite pleinement. Je suis allé me promener dans les champs. Et plus jamais vous n'avez connu cet état de félicité quand même. Puisqu'on a gagné 4 Coupes de France, on en a joué 5. C'est peut-être la première qu'on a perdue qui était la plus belle parce qu'on était amateurs, on était en 2e division, enfin c'était... Bon, après les autres, c'était plus professionnel. Et puis il y avait par exemple... Celle où nous avons fait le doublé, il y avait un match de championnat 7 jours plus tard qu'il fallait gagner et nous étions au Trianon à Versailles. On avait mis notre camp de base là dans les écuries, pas dans le Grand Trianon. Mais on faisait un dîner et il y avait Depardieu avec nous, avec son fils et sa fille. Et j'avais convenu avec les joueurs qu'on arrêterait à 2h du matin. Alors, il y avait un karaoké, à 2h du matin, j'ai attrapé la machine du karaoké, j'ai dit, je la jette ou vous arrêtez. Ils ont arrêté. Bon, ils sont allés se coucher, il y avait leurs épouses qui étaient là. Et puis moi, j'ai enfilé des survêtements, j'étais m'asseoir sur la borne de l'entrée et de la sortie unique. Et j'ai vu toute la nuit des ombres, ils avaient envie de sortir, envie d'aller en boîte. Ils ne sont pas allés, mais... La semaine d'après, 6 jours plus tard, on a été champion de France. Ces méthodes que vous avez d'être très à l'affût, très paternaliste aussi, puis il y a toujours ce bonnet. Il ne fait pas chaud en Bourgogne, il faut quand même dire ce qu'il y a. Hein. Il y a des hivers. Il y a des hivers assez rudes. Je bâche à partir de 10 degrés. Ah d'accord, vous bâchez. Très bien. Et vous débâchez Je débâche quand ça revient à 10 degrés. Bien. C'est vrai qu'on a toute une image de vous qui fait que les Français ont une grande... Quand on regarde un petit peu, qu'on cherche des informations sur vous, vous font confiance. Les Français vous font confiance. C'est pour ça que vous marchez si bien en publicité aussi. C'est qu'il y a un taux de crédibilité guirou qui font que voilà, vous faites partie des personnages, sans doute parce que vous venez de la terre, en qui les Français ont confiance. Vous avez conscience de cette... oui, mais ça se mérite. De cet amour des Français, finalement. Oui, non, mais le fait qu'ils aient confiance en moi, j'ai fait très attention. J'ai quand même fait une très longue carrière depuis 1960 et même avant. J'étais un jeune homme sans tâche, quoi, sans problème. Sans excès, voilà, sans problème majeur. Et puis, j'ai vécu ma vie, puis comme les gens se sont intéressés à ma vie, ils ont connu différents... par exemple, se mettre à la disposition d'une association caritative. Vous l'avez fait souvent, ça. J'ai beaucoup de pudeur. J'aurais préféré, et pendant très longtemps, ça ne s'est jamais su. Mais quand j'ai été dans des associations comme par exemple Mécénat Chirurgie Cardiaque, alors que j'étais déjà connu, c'était après une opération du cœur, donc je suis allé... Et le médecin qui vous a opéré, on va expliquer quand même les choses, était dans cette association et c'est comme ça que... Oui, c'est ça. Voilà, vous avez accepté de devenir porte-parole et vedette médiatique. C'était un symptôme parce qu'il m'a pris à 10h du soir jusqu'à 3h du matin avec toute son équipe et j'étais le 3e de la journée. Et ça dure 5 heures. Donc ils ont travaillé de 10 à 15 heures sur ce jour-là. Bon, et quelques jours plus tard, il venait dans ma chambre parler de foot le soir. J'ai écouté, on est entre nous. Je venais d'apprendre que la Sécu me prenait à 100% et que je paierais seulement la télévision de ma chambre. Je trouvais presque ça scandaleux. Et je lui ai dit, j'écoutais, on est en trempe, vous m'avez opéré de nuit, etc. S'il y a des honoraires complémentaires, je suis tout à fait d'accord et j'ai les moyens de les payer. Il m'a dit, monsieur, je suis chirurgien des hôpitaux de Paris. Et donc, je lui ai dit,
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, venez dans l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ce sont de Madame Francine Leca, qui était la chef de service de Necker. Ils opèrent des enfants du tiers-monde du cœur, de pays, par exemple le Mali, dont on parle beaucoup. Qui ont des malformations, par exemple, du cœur, et qui demandent à être opérés. En général, c'est les tuyaux qui sont mal mis. Et alors, ils les opèrent et ils les sauvent. Alors bon, le chirurgien est bénévole, mais bon, l'hôpital, etc., ça coûte 10 000 € l'enfant. Et à chaque fois qu'il y a 10 000 € dans cette association, ils opèrent un enfant. Et puis ils sont étendus. Enfin, je crois ils vont approcher 2000 enfants quand même sauvés. C'est fabuleux. Et après, ils sont guéris parce que le cœur, on meurt ou on est en forme. Hein. Et on a joué, par exemple, on avait invité une équipe du Mali à Auxerre d'enfants qui ont joué, non pas contre les nôtres, avec les nôtres, en levée de rideau d'un grand match. Et ils ont joué au foot. Donc c'est un truc merveilleux. Alors moi, j'aurais très volontiers préféré le cacher, mais il m'a dit non, il faut que vous... Alors, par exemple, ils avaient le Vendée Globe, Tanguy de Lamotte, qui avait un bateau, et il vient de repartir, là, pour la Transat Jacques Vabre. Il avait un bateau, il y avait un cliquet, je ne sais pas comment ça marche, moi, avec les trucs sociaux. Les gamins, à chaque fois qu'ils lui cliquetaient quelque chose, ça gagnait 1 €. Et bien, avec ça, ils ont opéré 7 gamins. Enfin, c'est merveilleux. Alors j'en parle parce que ça fait du bien à l'association. Bien sûr, votre popularité est mise au service de cette association. Il a fallu que je mette mon mouchoir sur ma réserve par rapport à ça. Alors, il faut savoir que Guiroux ne fait pas que du football, il fait du vélo aussi. Mais alors, c'est vraiment que pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et on vous a vu pour une course cycliste, hein, c'était en 2013, l'étape du cœur. Vous y êtes donc à vélo. C'est une course qui, évidemment, a servi à financer là encore des venues d'enfants. Le Tour de France, que bien sûr toute la France aime, mais la direction du Tour de France donne une journée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je pense qu'ils donnent de l'argent, ils donnent le droit à une voiture de vendre des nounours sans faire payer la voiture dans la caravane. Et puis, il y a une course de people, c'est-à-dire tous les coureurs ex-coureurs, Bernard Hinault, Thévenet, tous, qui sont dans la caravane, reprennent leur vélo, et puis il y a des gens comme moi, ou bien Anthony Delon, des acteurs qui viennent et on leur prête des vélos, et on fait l'étape du contre-la-montre ou le contre-la-montre par équipe, mais ça va vite, c'est dur, et moi je suis légèrement plus âgé qu'eux, souvent j'ai le double d'âge, et bon, mais ça fait rien, j'arrive un quart d'heure après, ils m'attendent. L'essentiel, c'est de participer. Et là, à Nice, c'est magnifique, on a 200 000 spectateurs. Vous vous rendez compte ? Je vous propose de regarder, Guiroux, un clip de Mécénat Chirurgie Cardiaque, et donc cette association que vous parrainez, qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit, même si vous l'avez très bien expliqué. On regarde. Voilà, il y ait du cœur pour qu'ils en aient un. Vous avez vu le site internet qui s'est affiché, mais je vais vous le redonner, mécénat-cardiaque.org. Évidemment, vous pouvez faire un don. Vous avez vu que ça coûte assez cher, mais finalement, on sauve la vie d'un enfant et on lui rend son sourire, des sourires magnifiques. Ça vaut tout l'argent du monde, ça. Oui, ils en avaient amené des enfants qui étaient en convalescence avancée à l'arrivée du Vendée Globe. On est allé chercher le skipper en mer à 3 heures de bateau avec une grosse mer. D'ailleurs, j'étais très impressionné. Il avait mis 98 jours. Enfin, il y a là-dedans, dans les skippers, des gens formidables. Ce Tanguy de Lamotte est un jeune homme fantastique. Qui vous impressionne ? Ce sont plutôt des sportifs, plutôt des politiques? Non, quand je rencontre des gens, ça peut être des ouvriers, ça peut être... Quand je rencontre des gens avec qui ça va... c'est la teneur en humanité, finalement. Oui, complètement. Bon, le fait que je sois connu fait que beaucoup de gens m'abordent et me tutoient. Bon, alors il y en a avec qui ça colle tout de suite. Bon, alors dans les gens connus... On peut sympathiser aussi. Bernard Hinault, j'en parlais, parmi les grands champions, du fait que c'est un Breton extrêmement direct, franc,
qu'il ne l'envoie pas dire, j'aime beaucoup. Oui, c'est un caractère qui s'entend bien avec le vôtre, j'imagine bien. J'étais militaire avec Lionel Jospin. Alors lui, il dirigeait l'équipe de basketball pendant le service. Il dirigeait l'équipe de basket. Et vous de foot, évidemment. Blindés, moi l'équipe de foot. Et évidemment, on était ensemble, on allait parfois jouer dans le même autobus dans des villes de Lorraine ou des villes d'Allemagne. Nous étions tous les deux sur Citer. Et on échangeait beaucoup d'idées, évidemment. Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, il a fait les EOR, et moi, on m'a gardé que de force comme entraîneur. Enfin, je ne me suis pas plaint. Mais bon, j'ai beaucoup aimé, et je le revois de temps à autre là. C'est pareil, c'est un homme d'une grande richesse. Et lui, il a été au sommet, il a gouverné la France 5 ans. C'est extraordinaire. C'est un protestant. Oui, tout à fait. Nous avons eu sa femme, Sylviane Agazinski, il y a quelques années, dans cette même émission, une femme très intéressante. Vous étiez quel genre de petit garçon, Guy Roux? On a vu des enfants au sourire magnifique il y a quelques secondes. Je ne sais pas si j'étais magnifique. J'avais un bonnet pendant la guerre. Toujours, déjà. Déjà, j'avais un bonnet, vous savez, qu'on faisait le nœud ici. J'étais un peu rond, j'étais petit, et j'étais un villageois. Par exemple, on avait une liberté totale. Il n'y avait pas les craintes qu'il y a aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait les risques, mais je partais à 6 ou 7 ans sur le cheval d'un cousin qui était paysan, et je revenais à 6 heures du soir. Je mangeais des pommes de terre sous la cendre avec lui le midi au pied du champ ou de la forêt. Bon, j'allais à la messe, on pourra en parler plus tard avec mes copains. Il nous est arrivé après la guerre, parce qu'il y avait une division allemande, la division d'Asreich, qui avait traversé le village, il y avait quelques échauffourées, on allait récupérer les casques, et vous voyez, on faisait brûler les balles avec de la paille, faire des bêtises comme ça. On rentrait à 3 heures de l'après-midi, tous les gamins du village avaient disparu. Et puis après, vers les 12-13 ans, là, j'ai commencé à être un peu le responsable, l'homme du foot. Et nous avons recréé le club de foot qui n'existait plus en refaisant le terrain, vraiment une organisation de gamins. Et vous étiez déjà l'entraîneur à l'époque, hein? Oui, j'étais entraîneur, si on veut, oui. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que ceux qui avaient 3 ans de plus que moi m'écoutaient. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais une influence. Un charisme. Et on m'a toujours mis capitaine dans les équipes. Alors, je n'étais pas toujours le meilleur, même souvent, je n'étais pas le meilleur. Et au lycée, le professeur d'éducation physique avait une équipe de handball, une équipe de basket, une équipe de foot. Il ne pouvait pas accompagner les 4 le jeudi. Eh bien, il me donnait les tickets de l'autorail, un ballon, 11 maillots, et nous partions sans prof, sans rien, jouer à Migène ou à Joigny ou à Montbard. Le jeudi après-midi, on revenait le soir avec l'autorail, on rentrait dans le lycée, on allait se laver parce qu'il n'y avait pas de douche. Et c'est moi qui rendais les maillots, je les emmenais les faire laver, je nettoyais le ballon, je le rendais pour qu'on puisse le cirer. Enfin, vous voyez, j'ai aimé ça et j'ai su faire ça. Et vous avez considéré que ce charisme que vous avez d'entraîneur, de capitaine, vous l'avez toujours considéré comme un don de Dieu ou comment? Ça dépend de l'époque. Non. D'abord, je n'ai pas pris conscience. C'est après, c'est dans l'analyse que j'ai dit, tiens, on avait un instituteur à Poigny, un homme fantastique, un homme de gauche, mais un saint homme. Un homme de gauche, mais un saint homme. Oui, ils ont dû en prendre quelques-uns aussi au paradis. Il appliquait la méthode Freinet, vous savez, une méthode d'avant-guerre, mais très pratique. Chaque groupe d'élèves avait son coin, on élevait des cochons d'Inde, on faisait pousser des haricots, etc. Une méthode d'éducation alternative. Voilà, et j'étais déjà le chef de mon coin. D'accord. Ça a commencé très tôt. Oui. Et justement, vous parliez de religion en disant, on va en parler plus tard, parlons-en maintenant. Vous avez été élevé, vous l'avez expliqué, dans le bon sens paysan, mais aussi dans la religion catholique, j'imagine. Oui, c'est assez bizarre. Mon grand-père était le 13e enfant d'une famille de 18 enfants nés et 18 enfants vivants et 23 nés avec la même mère. Et il était le 13e et son père s'est fâché avec le curé au 12e. Donc mon grand-père n'a pas été élevé dans la religion, alors que tous ses aînés étaient élevés dans la religion, au moins au village. Et lui, il était athée complet. Mais il a quitté l'école à 12 ans, mais il était très intelligent. Il a fait la guerre de 14 à 33 ans, entre 33 et 39 ans.
Et il était très cultivé, très analyste de la situation économique, politique, etc. Bon. Et donc, il a eu 2 filles en Alsace, après 1910 et 1913, dont ma maman. Parce que vous êtes né à Colmar, hein. On dit que vous êtes bourguignon, mais vous êtes né à Colmar. Quand il est allé à Colmar avec les filles qui étaient un peu grandes, après la guerre, donc elles avaient 12 ans, en Alsace, il y a les prêtres sont payés, il y a le concordat, c'est ça. Et à l'école, il fallait dire qu'il y a des cours de religion. Bien sûr. Je pense que ça existe encore. Oui. Et donc, il fallait qu'ils disent, donc les gamines sont rentrées le midi, de quelle religion êtes-vous? On ne sait pas. Alors, mon grand-père, il ne savait pas non plus, il a été voir ses copains, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors on dit, prends catholique, ici c'est plutôt catholique, prends catholique. Autrement, c'était à ce moment-là, protestant ou israélite. Aujourd'hui, ça serait musulman, la 2e religion, je crois. Mais bon, alors ma mère s'est trouvée catholique, mais ça n'a pas été plus loin. Elle s'est trouvée catholique à l'école. Elle n'a même pas été baptisée. Et elle s'est fait baptiser pour se marier avec mon père, qui lui était un jeune officier d'éducation catholique profonde. Et donc, elle a, je pense par amour, et aussi, elle est devenue catholique. Donc, vous avez été élu dans la religion catholique. Mon père étant prisonnier, elle a respecté la volonté de la famille, et j'ai été au catéchisme. Et nous avions à Poigny un curé merveilleux, hollandais. Pourquoi je dis merveilleux? Parce que c'était un vrai père de famille, et qui avait un très bon sens pédagogique, parce que moi, j'ai vraiment appris beaucoup. Et puis aussi, quand même, il nous passait des films de Tintin sur le coup des 17 heures, le jeudi. Et puis, il avait un ballon de foot. Et quand on avait bien récité le nombre de « Je vous salue » et de « Notre Père » qu'il fallait, et qu'on avait bien appris ce qu'il nous avait enseigné, on avait un match de foot. Alors, ça, c'est une façon un peu formelle et classique, évidemment, de vivre la religion. Oui, mais si on ne l'avait pas aimé, on n'aurait pas adhéré. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez... Alors, à ce moment-là, j'ai adhéré, vraiment. Et aujourd'hui, voilà, vous avez toujours cette adhésion, c'est une foi réelle J'ai eu une rupture brutale. Ça arrive. En Alsace, j'avais à peine 10 ans, je venais de faire ma communion, et ma mère était très malade. Et donc j'avais été pris par des amis de la famille en Alsace, alors qu'elle était dans Lyon, et un prêtre ou un moine, j'arrive plus bien j'ai refait une enquête depuis, je n'ai jamais pu retrouver, m'a dit, on fait un pèlerinage, si tu marches bien, ta mère va guérir. Ouh, c'est dangereux ce genre de propos. Bien sûr. Alors, mais vous l'avez fait? Si j'avais eu un portable, c'était au Gals. Le Gals, c'est le Christ qui veille sur la vallée de Münster. Si j'avais eu un portable, j'aurais appelé déjà d'en haut. Mais j'ai écrit. Et quand j'ai appris, j'ai jamais voulu retourner. Et là, j'ai rompu. Alors après, vous avez appris que votre maman c'est un peu primaire comme geste. était décédée, oui. Mais après, j'ai analysé. Bon, j'ai été vers la non-foi, tout en gardant tous mes réflexes, et notamment le langage. J'ai beaucoup utilisé le langage religieux, catholique, dans ma carrière, dans mes déclarations, dans ma manière de m'exprimer, avec quand même un doute. Je dis quand même, mais aussi, pas quand même, aussi un profond respect pour ceux qui croient, avec le simple raisonnement suivant, dans le monde, la planète, il y a la moitié des gens qui croient en Dieu, en un Dieu ou en plusieurs dieux, enfin qui croient, et l'autre moitié qui ne croit pas. Enfin, peut-être que ma proportion n'est pas exacte, mais voilà. Alors, il n'y a pas une moitié qui doit dire l'autre moitié, c'est des idiots. Donc, moi, j'ai un profond respect pour tous les gens qui ont une foi. Ceux qui l'ont profondément, qui la mettent en pratique et tout, j'ai de l'admiration pour eux. Il y a eu... La JA est un patronage. Ben oui. Et nous avons eu un prêtre, l'abbé Bonnefoy, une vocation tardive, je crois, il avait perdu sa famille dans les bombardements, un intellectuel, c'était un prof de grec, latin, anglais. Et vous a réconcilié un petit peu avec cette foi? Alors, j'ai vécu 25 ans à côté de lui. Non, il ne m'a jamais parlé de religion. Mais il n'avait pas besoin. Ça s'est fait par capillarité, finalement. Ouais, voilà. J'étais bien avec lui. Et quand on l'a perdu...
Bon, alors lui, s'il y a vraiment un endroit où il y a les saints, il doit être bien placé parce que c'était incroyable. À Noël, on avait une fête du patronage et on lui faisait un cadeau. Alors, il était aumônier de la prison, enfin tous les boulots pas sympas, aumônier de la prison et de l'hôpital. Et à Auxerre, depuis la cathédrale, c'est loin. L'hôpital est sur une colline. Il allait à pied par tous les temps. Alors, on lui a payé une mobilette. Une semaine après, il était à pied. Il dit, bah oui, mais il y a un ouvrier, il allait à Augy, il n'avait rien. L'année suivante, on a dit, on va pas se laisser faire. Alors, il fumait beaucoup. Il fumait des boyards. Ça lui brûlait la soutane. Il y avait encore la soutane. Ça lui brûlait la soutane. On a dit, on va lui offrir une soutane. Donc, on a cherché une maison spécialisée à Paris et on lui a offert une soutane. Donc le premier dimanche à la messe, enfin j'y étais pas, mais on m'a dit, il était superbe avec sa soutane neuve. Un mois plus tard, il avait la vieille, il avait donné la soutane au curé de Toussy, enfin au curé d'un village. Voilà, c'était sa manière d'être. Quand vous êtes à côté d'un homme comme ça, vous vous sentez d'abord très indigne, parce qu'évidemment on est très loin de ça, hein, dans la charité. Et puis ça fait du bien à tout le monde, quoi. Il tenait, sans jamais donner une seule leçon de morale ni de religion, enfin, sauf le catéchisme qu'il enseignait aux petits dans son ministère, mais notre conseil d'administration qui se réunissait tous les lundis soirs pour faire fonctionner le club, quand il y avait des conflits, ça ne durait pas longtemps. Il était là et personne n'osait entrer dans un conflit en sa présence. J'ai promis un troisième bourguignon dans cette émission qui va venir nous rejoindre. Sur ce canapé rouge, vous allez lui faire une petite place et je vais demander à Christophe Hérault de bien vouloir venir nous rejoindre. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, qui est chanteur, qui est également acteur, on en parlera un petit peu aussi. Et puis Christophe, qui a écouté cette première partie d'émission avec Guy Roux. Alors la solidarité bourguignonne va agir. Christophe, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie d'émission et surtout, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y a une idée, une phrase précisément qui vous a plus interpellé qu'une autre, peut-être? C'est tellement riche en si peu de temps, parce que la carrière de Guy est tellement fournie, et il a tellement de choses à dire, et d'une manière, je trouve, tellement intelligente que c'est un peu difficile de trouver comme ça quelque chose. Mais allez, je vais retenir la première chose qu'il a dite. Il a été choisi à peu de voix pour devenir l'entraîneur. Et parce que c'était le moins cher. Et ça me fait beaucoup rire parce que moi aussi j'étais dans mon premier orchestre qui s'appelait Vendredi 13, c'est un orchestre amateur à Dijon. Ma mère m'avait appelé pour me dire, tiens, il y a un petit orchestre qui cherche un chanteur, est-ce que tu veux pas y aller? J'y suis allé, mais il y avait des types qui passaient l'audition, qui avaient tous 10 ans de chansons et moi j'avais 17 ans. Et il y a tous les musiciens ont voté contre moi, sauf le chef d'orchestre qui a dit non, ce sera lui, parce qu'il savait qu'il pourrait peut-être me donner moins cher. Il m'a donné moins cher. Et ça me fait drôle parce que mon premier cachet a également été aussi de 600 francs. Et lorsque je suis descendu du bus, qui m'a dit bah tiens, c'est ton premier cachet, j'ai regardé, j'ai compté 600 francs, mais moi j'aurais joué gratuitement. Surtout à 17 ans. À 17 ans, 600 francs, c'est juste. Voilà, donc je lisais aussi des choses sur Guy Roux avant de venir. Et c'est pareil, j'ai découvert qu'il avait été d'abord ramasseur de balles du gardien de but. C'est-à-dire que c'est toujours l'art de rentrer par la petite porte et de faire ses preuves et de grandir que par le talent et l'envie, quoi. Et l'entêtement aussi, hein, chez Guy Roux. L'entêtement, mais ça va avec. Je reconnais bien ça dans le chemin, en général, des artistes. C'est-à-dire que forcément, on n'est pas tous fils d'Alain Delon ou on n'a pas tous un nom comme ça d'entrée. Et, au début, il faut faire ses armes. Alors, moi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Je suis petit-fils d'agriculteur et vous, arrière petit-fils ou petit-fils aussi, je pense, d'agriculteur. À moitié, oui. À moitié. Voilà, mon papa était commandant de police. Voilà, donc on n'a pas des parcours j'ai pas un parcours qui me destinait à errer dans cet univers. Il faut lutter, faut se bagarrer, alors pas contre sa famille toujours, mais en tout cas se bagarrer pour se faire un trou dans le milieu, que ce soit le milieu du football ou le milieu de la chanson. On n'appelle pas ça lutter, on appelle ça faire ce qu'on aime. Oui. Exactement, oui. Mais là, maintenant, comme j'ai un peu de réflexion, je fais un livre en ce moment, donc ça m'oblige à réfléchir. Je dis, la qualité principale, il faut être fou. Oui. Voilà. Il faut un peu ça. On a ça en avec commun. Le recul, chacun à l'âge où vous en êtes. Alors, la qualité principale, il faut être fou. D'accord.
C'est ce que vous pensez aussi, Christophe? Oui, fou et passionné, évidemment, parce que le moteur est là, quoi. Si vous n'avez pas la passion, moi, tous les copains qui ont grandi avec moi, qui ont tous fait des études, qui ont tous eu un bon boulot, une bonne bagnole tout de suite, une maison sympa, quand je me retrouvais avec eux à table, ils me disaient « Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Ben là, c'est vrai que... Il n'avait peut-être pas une femme sympa. Voilà, bon, alors, si, quand même. Mais c'est vrai que on se trouve parfois dans des creux, dans des creux et des tunnels incroyables. Il n'y a rien de normal dans nos métiers, en fait. Alors, on va peut-être résumer un petit peu votre parcours. Christophe, pardon, je vais peut-être faire des raccourcis, mais il y a eu donc 17 ans dans un orchestre qui tournait principalement dans le sud de la France. Hein, vous étiez le chanteur principal. Ça, c'est quand même hyper formateur d'être au contact, là, tout de suite, du public. Oui, enfin, oui. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle aussi un coup de bol, parce que je crois qu'il en faut dans ce métier-là. Il faut de l'entêtement, il faut de la folie, puis il faut de la chance. Et la chance de Christophe Hérault, ça a été un monsieur qui est venu ici il y a quelques années, qui s'appelle Dominique Besnéard. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, je rends service à un copain pour le remplacer au pied levé dans un café où il ne peut pas jouer ce soir-là. Et ce soir-là, il y a Dominique Besnéard dans la salle qui me repère. Oui, c'était la veille de Noël. C'est le 23 décembre, et c'était la veille de l'an 2000, c'est le 23 décembre 99. C'est incroyable. Oui, j'étais en remplacement, on m'appelle la veille en me disant tu veux pas nous remplacer parce qu'on a un meilleur plan ailleurs, ils payent pas bien. Alors je dis vous êtes gentil. Donc bon, j'y vais, je fais le truc, et puis là, Besnéard arrivait avec Jacques Weber. Il était venu voir la dernière au théâtre de Jacques Weber, au théâtre de Béziers, et le seul endroit ouvert ce soir-là, c'était là où je chantais. Et ils sont arrivés à 1h30 du matin, j'allais ranger la guitare, je dis je vais peut-être en faire une ou deux de plus. Vous les aviez reconnus? J'ai reconnu Jacques Weber, parce que Dominique, je ne savais pas qui c'était. Puis il me dit mais tu ne sais pas qui je suis, avec son accent. Mais je dis non, il me dit mais tu connais rien. Je connais rien. C'est quand même, c'était à l'époque, parce qu'il était chez Art Media, l'un des plus grands agents d'acteurs, ouais. Aujourd'hui il est producteur. Mais voilà. Il n'était pas encore à la lumière comme il est aujourd'hui. Ouais. On ne le connaissait pas vraiment sur les écrans. Dans le métier, c'était le loup blanc, mais on ne le connaissait pas à la télé comme ça. Voilà, Dominique Besnéard qui vous a présenté Orlando et qui vous avait fait un premier album. Il y avait ce single La Fleur du Paradis, il y a quelques années. Ensuite, repéré aussi par Maxime Le Forestier et Eddie Chouraki pour une comédie musicale que vous avez peut-être vue. KTO d'ailleurs avait été filmé à ce moment-là, qui s'appelait Spartacus le Gladiateur. Oui, c'est vrai. Il faut savoir que Christophe Hérault a été cloué sur une croix. Il faut quand même le dire, dans cette comédie musicale. Ça marque. Et puis, il y a eu aussi un rôle important qui était pour Robert Hossein, un grand ami de la chaîne aussi. C'était au moment où Robert Hossein a fait son fameux Bénure, spectacle magistral au Stade de France, qui après a fait une tournée en Australie, je crois, Christophe. Oui, voilà. Et il a encore des rôles importants qui jalonnent une carrière jusqu'à ce nouvel album. La chute est belle. On peut peut-être regarder un extrait d'un des titres phares de La chute est belle. On regarde quoi? Je reviens sur Terre? Ça vous va? Alors c'est parti pour Je reviens sur Terre. Oh, je sais, ces choses qui arrivent dans le silence, si calmement. L'étoile est morte, nos forces s'épuisent, étrangers, inconséquents. Je reviens sur terre, je reviens sur terre. Il paraît que c'est là que la vie reprend. Je reviens sur terre. Oh, je reviens sur terre. Oh, sur terre. Oh, je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Oh, sur terre. Voilà, premier extrait de La chute est belle, le nouvel album de Christophe Hérault, donc avec une consonance assez rock. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la musique d'aujourd'hui. Giroud, je sais que vous aimez beaucoup Léo Ferré, on en a parlé avant l'émission tout à l'heure dans la loge. Brel, Brassens, on est sur la grande musique française, la grande tradition française. Ça vous parle aussi d'ailleurs, je pense, ces références, Christophe? Léo Ferré, carrément. c'est sûr. Léo Ferré, carrément. Ah oui, et puis
et tous les autres, Brel, Brassens, enfin, tous les gens dont on a parlé avant. Oui. Moi, vous me faites rêver quand vous dites Léo Ferré était un ami, hein, je crois, Guiraud. Non, un ami, c'est beaucoup dire. Une connaissance, en tout cas. Je l'ai fréquenté épisodiquement pendant 30 ans. Ça a commencé à la Mutualité où j'étais syndicaliste étudiant. Je t'ai lui demandé de faire un gala gratuit. Son agent n'a pas voulu. Et on s'est engueulé. Et après, je l'ai revu et j'ai fait des folies. Par exemple, avec une 4 chevaux, je suis allé d'Auxerre à Annecy parce qu'il chantait le soir et rentrait dans la nuit et au boulot le lendemain matin. Chose de jeunes fans. Ça, le mot lui va pas bien, mais vraiment... amoureux, ça va mieux, peut-être. Aznavour aussi, ça fait partie de vos références, parce que vous aimez beaucoup les chanteurs déjà partis, mais Aznavour, il est encore bien là, bien présent aussi. Vous avez dit Aznavour. Ah, Charles Aznavour, oui, je l'avais rencontré dans un avion, et, on a sympathisé avec son pays, avec l'Arménie au milieu, et puis ensuite, l'année dernière, il m'a invité à l'Olympia, fabuleux. Quand il entre, il dit « Je souhaite à tous les gens de 86 ans d'avoir la même forme que moi dans un an, parce qu'il a 87 ans. Là, cette année, il a 88. Ouais. » C'est fabuleux ce qu'il arrive à faire. Ce sont des maîtres, finalement, pour les chanteurs d'aujourd'hui, Christophe Hérault, ces gens-là. Oui, ce sont des références, mais déjà, ce sont des auteurs magnifiques. Et ils sont terriblement actuels. C'est-à-dire que Léo Ferré, aujourd'hui, on pourrait reprendre ses chansons dans un groupe de rock, et d'ailleurs Noir Désir l'a fait, et combien d'autres. Ce sont des gens qui avaient ils avaient une espèce de révolte en eux, une colère, un romantisme pour les uns, un amour pour d'autres, et une foi, en tout cas, ils étaient animés par quelque chose, donc ils étaient leurs chansons vraiment. Et alors là, donc, mais c'est l'essence même du rock, hein. Vous savez, les gens sur scène, quand on fait du rock, on est à fond, quoi. Mais alors, quand on fait un album, quand on travaille sur un album comme celui-ci, La Chute est belle, depuis 3 ans, c'est long, 3 ans, mine de rien. Comment on tient? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, je vais le sortir, cet album, et même si moi, j'ai pas une route toute tracée C'est un peu de folie, comme disait Guy, beaucoup de passion et de la chance, mais vous savez, c'est comme quand on veut créer une équipe de foot qui tienne la route. C'est pas en prenant les meilleurs qu'on met sur un terrain avec le même maillot qu'on va gagner. On fabrique une équipe de musiciens et un album avec beaucoup d'essais, beaucoup de répétitions, beaucoup de choix, beaucoup de déboires. Et puis au bout d'un moment, on trouve la vérité, on se dit voilà, là on y est. Là, donc un jour, il faut s'arrêter. Donc un jour, on a dit bon bah là voilà, ça y est, on presse le disque. Je pense qu'on y est. Mais c'est très long, très angoissant, évidemment. Et puis là, l'album sort, mais ça se trouve, personne n'en voudra, donc tout ça, c'est peut-être pour rien. En tout cas, il faut savoir que Christophe Hérault, quand il était adolescent, est venu vous voir jouer, enfin pas jouer, mais entraîner, évidemment, au stade de l'Abbé des Champs, en bon bourguignon qu'il est, hein, à Auxerre. Il faudra que l'inverse se fasse aussi. Hein. Quand il y aura des scènes, Christophe, il faudra inviter Guiraud, quand même. Oui, mais je n'y manquerai pas, bien sûr. J'irai. Ah oui, ce serait un plaisir. J'ai un peu plus de temps, enfin un peu plus. J'ai pas plus de temps, j'ai la liberté d'utiliser mon temps, ce que je n'avais pas avant. Voilà, parce que vous êtes encore consultant foot, notamment pour Canal+, vous êtes sur Europe 1 aussi, il est encore très occupé, ce monsieur. Ouais. On écoute un deuxième extrait de l'album avant que Christophe joue en live sur le plateau, c'est pas pour rien qu'il y a une guitare, quand même. On va peut-être écouter le titre qui donne son titre justement à l'album, La Chute est belle. Pourquoi La Chute est belle, Christophe Hérault? Parce que parfois de tomber après une histoire d'amour ou après toute une épopée de qualification et d'échouer par exemple en finale, ça permet c'est utile de se relever en se disant voilà, on a chuté là mais on va se relever, on sera encore plus beau après. Voilà. Donc voilà, rien n'est perdu. On écoute un extrait en plateau. Tomber de haut, est-ce que je me relève? Tomber de toi, ça vaut toujours la peine. Je boirai encore de mes autres vies accrochées à tes lèvres. Parce qu'avec toi la chute est belle aussi. Et j'atteindrai ta peau, je changerai ce qu'il faut pour y coller ma peau, quitte à tomber.
Voilà, La Chute est belle, deuxième extrait de l'album de Christophe Hérault, du même titre, La Chute est belle. Ça vous parle, ce que disait Christophe Hérault, tomber peut-être, mais se relever encore plus fort, Guillaume? Oui, le texte, oui. Alors, je voulais dire que je suis un ignare complet par rapport à cette musique. J'aime, ou bon, je me laisse bercer. J'aime que ça soit en français. Ah bah c'est intéressant que vous le disiez, Christophe. Expliquez-nous pourquoi, Christophe. Ben oui, parce que moi, mes modèles d'auteurs de chansons françaises sont Jacques Brel, Léo Ferré, et tous ces gens-là qui ont tout écrit. Voilà. Comment écrire mieux l'amour que le désespoir, que la colère, que c'est pas possible. Enfin, moi, je suis pas capable de ça. Et devant cette espèce d'obstacle infranchissable, je me suis dit, tant pis, je vais écrire en anglais, parce que ma musique est une musique anglaise, en fait. Anglo-saxonne, et je vais y écrire en anglais, parce que j'étais en Australie, au stade de Sydney, en train de jouer Ben-Hur, et voilà. Et en rentrant en France, j'ai un guitariste américain, et un réalisateur, le réalisateur de l'album est gallois. Et ils m'ont dit, Christophe, tu as un accent français, ça va s'entendre, et puis tu ne nous tromperas personne avec ça. Et puis en plus de ça, il y a des quotas, vous savez, français en radio, et c'est déjà surbooké au niveau des anglo-saxons qui arrivent en France avec leurs produits U2, Coldplay, Rihanna et compagnie. Il me dit, tu vas rester sur le banc, quoi. Et j'ai dit, allez, mince, je suis français, on recommence tout, on écrit tout en français. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer, là la chance parle, c'est que j'ai rencontré François Velgreen, qui est un auteur célébrissime qui écrit pour les plus grands, Hallyday, Céline Dion, enfin, et compagnie, et qui a relevé le défi, parce que c'est son défi quotidien, de faire sonner la langue française aussi bien qu'en anglais, en tout cas pour la chanson. Et franchement, voilà, j'ai aucun regret, parce que vraiment, j'assume maintenant pleinement et à 100%, même si c'est loin d'être du niveau de Jacques Brel et de Ferré et compagnie, franchement, si c'était déjà un centième de ce qu'ils ont fait, je serais déjà très fier. Il y a une chanson, moi, que j'aime beaucoup, j'aimerais bien que Christophe nous la joue à la guitare-voix comme ça. C'est une chanson qui s'appelle Les Bras Nus, et qui nous parle d'enfance et je trouve, du génie de l'enfance et de la beauté de l'enfance. On a parlé du petit garçon que vous étiez, qui, ma foi, m'a semblé très attachant. Voilà ce que donne l'enfance dans les notes et dans la voix de Christophe Hérault. C'est une chanson qui s'appelle Les Bras Nus. C'est vrai que les barrages frêles qu'on fait enfant sur les ruisseaux ne font pas flotter les grands bateaux, ne portent aucun gros paquebot. C'est vrai, pourtant les galets sont des îles, les feuilles sèches des vaisseaux, quand l'innocence est un cadeau, vagabondant dans les roseaux, les pieds dans l'eau. Et pas un gosse sur la terre ne trahit son meilleur ami, pas une seule de ses colères ne dure quand on lui sourit, et pas un seul rayon de lumière qui ne vienne éclairer la nuit, même au fin fond de la misère, et même quand tout est détruit, rien n'est glacé, rien n'est perdu, quand on avance les bras nus, les bras nus. Ah, j'aime beaucoup. Bravo, j'aime beaucoup. C'est du Robert Hossein dans le texte, Les Bras Nus? Oui. Quelque part. C'est pas lui qui a écrit la chanson, attention, hein, mais... Bah, ça m'est inspiré par une des réflexions qu'il avait. C'est-à-dire qu'il disait, vous savez, Robert, il est toujours plein d'anecdotes parce qu'il a vécu 15 vies en une. Et il me disait, moi, tu comprends, à chaque fois que j'ai monté un spectacle et qui a marché, il a toujours fallu que je reparte à zéro et que j'arrive devant le banquier pour me réexpliquer, pour essayer de trouver des fonds, pour repartir. Mais il est toujours reparti de rien. C'est ça qui est incroyable. On imagine toujours que Robert, il a toujours été en haut, mais c'est pas vrai. Il a souvent été en bas. Et il me dit, selon son expression, j'étais à poil. Et puis il me dit, j'étais les bras nus. Et il a dû dire ça sans faire exprès. Je me trouvais les bras nus. Bon, ça m'est resté. Et puis voilà, une chanson m'est venue, c'est celle-là. C'est joli comme on naissent les chansons. Les bras nus, c'est le travailleur. Hein. C'est ça. Travailleur de la terre. Oui, le travailleur de la terre, le semeur. C'est de là que vous venez tous les deux. Vous partagez, Christophe Hérault, avec Robert Hossein, une foi, qui est la foi catholique. Comment ça vous inspire dans votre travail? Ou pas, d'ailleurs? C'est-à-dire que quand j'écris une chanson, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrite. Ah bon? Oui, ça me tombe comme ça peut me tomber à 4h du matin, ou quand je cours, parce que je fais du triathlon, donc je cours beaucoup.
je suis sur le vélo, j'ai une musique qui me vient, et je suis des fois obligé de m'arrêter, de prendre mon portable et d'enregistrer la mélodie. Puis je rentre chez moi et je gratouille et j'écris la chanson. Donc je me dis quand même que je suis pas tout seul. Voilà. Les bras nus, c'est aussi ce sentiment un petit peu d'humilité face à tout ce qui peut se passer. Moi, j'ai l'impression d'être un réceptacle, quoi, une main, quelque chose qui va traduire. Voilà, j'ai peut-être la petite faculté de pouvoir l'écrire et de le remettre dans une guitare et dans une voix, mais on est tellement peu de choses par rapport à des gens qui ont été, eux, je trouve, plus près des étoiles, encore une fois, comme Brel et Ferré, qui ils étaient en lien direct. J'ai l'impression que c'est pas possible, quoi, pour écrire des choses. Edith Piaf aussi. Oui, Edith Piaf, voilà, bon, évidemment. Alors, c'est une grande croyance. Mais c'est drôle parce que j'étais en train de réaliser que le rôle que vous aviez joué dans la comédie musicale donc, de Chouraki, Le Forestier, était le rôle d'un juif, David, mais quelqu'un très en lien avec Dieu, Bénur, très croyant. Vous devez attirer ça, en fait. Je ne sais pas. Côté grand rôle. Un jour, j'ai dîné avec quelqu'un qui s'appelle toujours Gérard Policino. Ah oui, grand réalisateur. Voilà, et son épouse qui était là me dit, c'est drôle, vous avez une beauté juive. J'ai dit, moi ça m'a fait, je me suis rappelé de cette phrase. Parce qu'effectivement, j'ai souvent joué ces rôles-là. Et puis voilà, il faut croire que... C'est des emplois... Oui, mais je les assume parfaitement, parce que c'est des personnages magnifiques. Donc, voilà. Une beauté juive, je n'avais encore... Oui, bon alors, j'avais pas entendu ça. Jamais entendu. Alors, on termine en musique, peut-être. Alors, juste avant qu'on termine en musique... C'est pas moi qui va vous la faire. Non, c'est pas vous qui allez chanter. Non. Juste, je voudrais que chacun vous posiez une question à l'autre, quelque chose qui vous tarabuste. On a deux personnes assez différentes, l'une en face de l'autre, en termes d'âge, en termes de carrière. On a un chanteur, acteur aussi, j'ai oublié... Parlons quand même 2 secondes de la pièce de théâtre de Christophe Hérault, qui est en tournée actuellement et qui s'appelle, on va montrer l'affiche... À qui c'est attendre. À qui c'est attendre. 2e pièce de théâtre que vous jouez, on a pu vous voir aussi dans des films. Pareil, les carrières d'acteurs, ça se construit doucement, mais sûrement. Voilà, jolie affiche, À qui c'est attendre, avec Fabienne Thibault et Georges Belair. Ça doit bien rigoler, on imagine, parce qu'elle est très sympathique, cette femme. Oui. Et lui aussi, d'ailleurs. C'est aussi drôle sur scène que dans les coulisses. Donc voilà, on peut trouver toutes les dates sur Internet, on ne va pas toutes les citer, mais en tout cas, elles y sont. Et voilà, j'aimerais que l'artiste pose une question au footeux, et que notre footeux pose une question à l'artiste. Il y a souvent des fascinations réciproques. Alors, qui commence ? Ah, je vous laisse l'honneur. Bon, merci. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit avec le personnage, enfin non, la personne que je découvre, pas le personnage, la personne que je découvre, avec sa profondeur, est-ce que ça vous a tenté de chanter les grands poètes ? De chanter Verlaine ou Baudelaire. De mettre une musique dessus. Ah oui, Marceline Desbordes-Valmore. Oui, je l'ai fait pour une poétesse qui s'appelait Marceline Desbordes-Valmore, et qui avait écrit un poème qui s'appelait « Si j'avais su ». Non, « S'il avait su ». S'il avait su. J'ai pas réessayé la chose parce que j'en ai pas eu l'occasion, puis ça viendra. Je pense que ça viendra. Ouais. Christophe, question pour Guiraud. À Guiraud, on a envie de demander des conseils. Alors allons-y. Parce qu'il a tellement mené des gens vers le haut que je me dis qu'un petit conseil ne me ferait pas de mal. Et moi, j'arrive avec cet album après beaucoup d'années de chansons. Et je me dis que si cela ne marche pas, j'essaierai peut-être autre chose, où je me dis que c'est le dernier barouf d'honneur, quoi. Je me compare un peu à ces joueurs de foot qui ont une longue carrière, qui n'ont pas été forcément des avancantes très connus, mais qui ont une longue carrière, puis qui finissent par jouer dans des petits clubs et ils finissent comme ça. Quel serait votre conseil, j'allais dire, pour intéresser d'abord, je pense que ça peut arriver en aucun cas. Bon, d'abord, j'espère que ça va marcher. Mais ça dépend pas forcément seulement de la qualité, ça dépend des gens qui vont le mettre en ordre, qui vont le vendre, qui vont le promener, ça dépend beaucoup plus des autres que de vous. Mais vous êtes beaucoup trop jeune pour considérer que c'est la dernière œuvre. Vous comprenez, un joueur de 38 ans, il peut dire c'est ma dernière saison, bon après je pourrais plus, c'est mes genoux et mes chevilles qui vont me lâcher, mais vous, elles vont pas vous lâcher, votre cœur va pas vous lâcher, votre cœur, je veux dire, la sensibilité du cœur. Et
vous referez autre chose. Oui. Ce qu'il faut, mais là je suis sûr que vous le garderez, c'est garder le moral entier. C'est nécessaire, mais ça arrivera. Si vous êtes au pied du mur, vous y avez déjà tellement été sans doute que ça ne vous fera rien de le faire une fois de plus. C'est comme nous quand Flamion, qui était mon entraîneur, quand il m'a dit tu peux être entraîneur, il m'a dit attention, quand tu as perdu 2 fois, tu es au bord du gouffre, parce qu'il y a la 3e défaite au pied. Bon, mais il faut toujours s'accrocher et puis ça repart. Hein. C'est vrai. Bon, moi, je crois que Christophe va repartir avec le 06 et de même les de chanteurs, Guy un musicien, il n'y a pas de limite d'âge. Non, c'est vrai. Un acteur non plus. Ouais. Voilà, un jour j'ai rencontré Menuhin qui jouait à Auxerre et j'étais le saluer. Et je lui ai demandé combien d'heures vous passez par jour. Il m'a dit 8 heures. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, c'est sûr. À 85 ans, ou je ne sais pas combien. Hein. Alors, on va terminer l'émission avec une dernière chanson de Christophe en live. Ça s'appelle « Je vole aussi ». Vous êtes prêts, Guy ? Et je vous remercie tous les deux. On va terminer, ça nous servira de générique. Voilà, ce sera parfait. Je vous remercie tous les deux, Christophe, Guy, et puis la suite de l'aventure dans vos vies à chacun. J'espère qu'elle sera belle. Merci à tous les deux. Ben, merci de votre invitation. On vole aussi, tous ensemble. Ma lumière, mon étoile, le jour n'est plus qu'à peu près. Il est temps que dévale le noir épais. Ma lumière, mon étoile, le monde est comme tu le fais. Il faut croire l'incroyable, parce que tu es. Et comme ta vie est la mienne, je suis